Peux-tu prendre un café avec moi ?» La petite fille de la femme de ménage a demandé au millionnaire, et la réponse a surpris. « Inscris-toi à la chaîne et commente d'où tu regardes. » Le soleil du matin de juin filtrait à travers les vitres blindées du penthouse au 35e étage de l'immeuble de bureaux dans le Marais, créant des reflets dorés sur le marbre de Carrare du sol. Alexandre Dupont ajustait le nœud de sa cravate Lacoste bleu marine tout en observant Paris s'éveiller en bas, une métropole de béton et d'ambition qu'il dominait comme peu d'autres à 42 ans. Ses cheveux grisonnants aux tempes trahissaient la pression constante des affaires, mais ses yeux marrons restaient aiguisés comme ceux d'un prédateur qui ne baissait jamais sa garde. La routine était sacrée. À 6h30 du matin, café au lait préparé par la machine italienne importée, lecture des principaux journaux économiques en 3 langues et révision de l'agenda qui commençait invariablement par des réunions avant 8h. Alexandre était fier d'être le premier à arriver et le dernier à quitter Tech Solutions, l'entreprise de solutions technologiques qu'il avait fondée 15 ans plus tôt et qui générait aujourd'hui plus de 200 millions par an. Ce mardi-là, le froid parisien coupait la peau avec une humidité qui annonçait la pluie. Il enfila la veste de son costume gris lorsque des pas légers résonnèrent dans le couloir menant à son bureau privé. Il fronça les sourcils, consultant sa longine. 7h15. Aucun employé ne devrait être là à cette heure-ci, encore moins à son étage privé. « Bonjour, monsieur Alexandre !» La voix enfantine résonna dans la kitchenette adjacente au bureau, douce comme du miel sauvage. « Puis-je prendre un café avec vous ?» Alexandre se retourna brusquement, se retrouvant face à une petite fille d'environ 7 ans, cheveux bouclés, retenus en 2 couettes avec des nœuds rose clair, tenant une tasse décorée de papillons bleus et jaunes. Elle portait une robe à carreaux bleu marine, avec des ballerines noires, un peu usées, mais était impeccablement propre et bien coiffée. Ses yeux marrons brillaient d'une curiosité sincère, sans trace de la timidité que les adultes démontraient en sa présence. « Comment es-tu entré ici ?» demanda Alexandre, plus intrigué qu'irrité. Sa voix naturellement grave sonna plus rugueuse qu'il ne l'avait prévu. « Je suis venu avec maman. Elle nettoie votre bureau, » répondit Camille, se balançant légèrement sur la pointe des pieds. « J'ai préparé un café spécial, avec du sucre de canne et de la cannelle que Mamie Martin a envoyé de Provence. Maman a dit que les hommes importants aiment le café fort, mais je pense que tout le monde aime un bon café. » Alexandre observa l'enfant avec une expression mêlant surprise et inconfort. En 15 ans, à diriger des réunions avec des cadres internationaux, à conclure des contrats millionnaires et à prendre des décisions affectant des centaines d'emplois, il n'avait jamais été confronté à une situation aussi désarmante. La spontanéité de la petite fille affrontait directement l'environnement corporatif froid et calculé qu'il avait construit autour de lui. « Ton nom est Camille ?» demanda-t-il, se souvenant vaguement d'avoir vu l'enfant quelquefois ces derniers mois, toujours accompagnant une jeune femme qui travaillait dans le nettoyage. « Oui, Camille Martin, j'ai 7 ans et demi. Maman m'enseigne les mathématiques et le français à la maison parce que l'école publique près de chez moi a beaucoup d'élèves et l'école privée coûte beaucoup d'argent, » expliqua-t-elle avec la naturelle typique des enfants qui n'ont pas encore appris à filtrer les informations personnelles. « Veux-tu goûter mon café ? Je promets qu'il n'est pas amer. » Le parfum qui émanait de la tasse enfantine était vraiment invitant. Alexandre identifiait des notes de cannelle et quelque chose de plus sucré, peut-être du sucre cristallisé, qui contrastait avec l'amertume concentrée de l'espresso qu'il avait l'habitude de boire. Pendant un moment, l'arôme réveilla un souvenir lointain et nébuleux de dimanche matin dans une petite cuisine chaleureuse, avec l'odeur de pain fait maison et des rires féminins qui s'étaient depuis longtemps tus dans sa mémoire. « Ton café sent intéressant », admit-il, s'asseyant sur l'un des canapés en cuir italien de l'espace détente. « Mais tu devrais être à l'école, non ? Aujourd'hui, il n'y a pas de cours. Maman a dit que l'enseignante est malade et que beaucoup d'enfants sont restés chez eux, »
répondit Camille, s'approchant prudemment et offrant la tasse avec les 2 mains, comme si c'était un trésor précieux. Elle travaille beaucoup pour prendre soin de moi. Parfois, elle est triste et pense que je ne vois pas. Mais je vois. C'est pourquoi j'ai voulu préparer le café spécial pour toi. Maman a dit que tu es très important et toujours sérieux. Mais je pense que tout le monde devient moins triste en buvant un bon café. Les mots de l'enfant frappèrent Alexandre comme un coup au ventre. Il accepta la tasse, notant qu'elle était parfaitement propre et que le café avait été préparé avec un soin presque révérencieux. La première gorgée le surprit. C'était doux, légèrement sucré, avec une touche de cannelle qui réchauffait plus que n'importe quelle boisson dont il se souvenait avoir goûté. C'était réconfortant, un mot qu'il avait banni de son vocabulaire depuis longtemps. « C'est très bon », dit-il sincèrement, et pour la première fois depuis des années, sa voix sonna moins imposante. « Tu as appris à faire du café avec ta maman. J'ai appris avec Mamie Martin avant qu'elle ne parte au ciel. Elle vivait à Aix-en-Provence et faisait le meilleur café du monde entier. Maman a dit qu'elle t'aurait aimé, parce que tu travailles beaucoup, et que les gens qui travaillent beaucoup ont besoin d'un peu d'amour dans la nourriture, expliqua Camille, s'asseyant sur le bord du canapé, les jambes balançant dans l'air. À ce moment-là, Alexandre entendit des pas précipités dans le couloir, et une voix féminine appelant nerveusement « Isa, Camille, où es-tu ?»« Je suis ici, maman !» cria joyeusement la petite fille. « Je fais compagnie à monsieur Alexandre. » Quelques secondes plus tard, une jeune femme apparut à l'entrée de la kitchenette, les yeux écarquillés de panique. Sophie Martin avait environ 30 ans, des cheveux bruns lisses relevés en un chignon simple, portant un uniforme bleu clair impeccablement repassé et des chaussures de travail confortables. Ses mains, légèrement ridées par les produits de nettoyage, tremblaient alors qu'elle absorbait la scène, sa fille conversant tranquillement avec l'homme le plus puissant. Dans le bâtiment. « Monsieur Dupont, s'il vous plaît, pardonnez-moi, elle s'est échappée pendant que je... » Sophie commença, la voix tremblante d'humiliation et de peur de perdre son emploi. « Maman, il a aimé mon café !» Camille interrompit fièrement, indifférente à la tension dans l'air. Alexandre leva la main, interrompant les excuses de Sophie. Pendant quelques minutes précieuses, il avait ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 5 ans, une connexion humaine authentique, sans intérêt financier, sans arrière-pensée, sans calcul, juste une enfant partageant généreusement quelque chose de spécial qu'elle avait préparé avec amour. « Pas besoin de vous excuser, » dit-il calmement. « Camille est une excellente hôtesse. » Sophie Martin resta immobile pendant quelques secondes, traitant les mots d'Alexandre avec la prudence ou quelqu'un qui a appris que la générosité des personnes puissantes était souvent accompagnée d'arrière-pensées. Ses mains, encore tremblantes, ajustèrent nerveusement le tablier, tandis qu'elle observait sa fille discuter avec enthousiasme avec l'homme d'affaires, complètement inconsciente de la tension qui flottait dans l'air, comme la brume matinale qui couvrait Paris ce matin-là en juin. « Monsieur Dupont, je suis vraiment désolé pour le dérangement. Camille, viens ici tout de suite, » dit Sophie tendant la main vers sa fille, avec une fermeté qui masquait son désespoir intérieur. Ses yeux marron foncé, hérités de sa fille, reflétaient des années de lutte et de dignité, et me préservaient à grand-peine. « Mais maman, il n'a pas encore fini le café !» protesta Camille, pointant la tasse dans les mains d'Alexandre. « Et je voulais lui parler des merles qui font leur nid à la fenêtre de notre maison. » Alexandre observa l'interaction entre mère et fille avec une attention inhabituelle. Il y avait quelque chose dans la posture de Sophie qu'il reconnaissait. La fierté blessée de celle qui devait travailler en silence pour survivre. La même expression qu'il avait vue sur le visage de sa propre mère des décennies auparavant, avant que le succès ne transforme sa vie en une succession de chiffres et de tableaux. « Sophie !» dit-il, surpris d'utiliser le prénom de l'employé, quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 3 ans de collaboration professionnelle. « Laissez Camille terminer de parler des oiseaux.
J'ai quelques minutes avant la première réunion. L'expression de Sophie oscillait entre soulagement et méfiance. Elle connaissait suffisamment d'hommes puissants pour savoir que la gentillesse inattendue précédait souvent des demandes inappropriées ou des licenciements cruels. Mais il y avait quelque chose dans le ton de voix d'Alexandre qui sonnait différemment de la froideur d'entreprise qu'elle avait observée pendant des années de nettoyage silencieux du bureau. « Les merles font leur nid dans le manguier devant notre bâtiment », continua Camille avec enthousiasme, gesticulant avec ses petites mains. « Maman a dit qu'ils ont choisi notre fenêtre parce que c'est l'endroit le plus sûr du quartier. Je me réveille tous les jours avec eux chantant, et avant de dormir, je compte combien de bébés sont nés. » Alexandre ressentit une étrange douleur dans sa poitrine. Quand avait-il prêté attention au chant des oiseaux pour la dernière fois? Quand avait-il observé quelque chose au-delà des graphiques de profit et des projections financières? La spontanéité de Camille contrastait brutalement avec le monde corporatif dans lequel il évoluait, où chaque mot était calculé et chaque geste avait un objectif spécifique. « Aimes-tu les oiseaux ?» demanda-t-il sincèrement curieux. « J'aime tous les animaux, sauf les cafards, » rit Camille. Maman a dit que quand je serai grande et que j'étudierai beaucoup, je pourrai être vétérinaire et m'occuper des animaux malades. Elle dit toujours que l'éducation est la seule chose que personne ne peut nous enlever. Sophie rougit légèrement en entendant ses propres mots répétés par sa fille. C'était une phrase qu'elle répétait constamment, un mantra né de sa propre expérience, d'avoir abandonné ses études à 17 ans lorsqu'elle avait découvert sa grossesse. Le père de Camille avait disparu avant même la naissance de l'enfant, laissant seulement des doutes et des promesses brisées. « Ta mère a raison », acquiesça Alexandre, lançant un regard respectueux à Sophie. « L'éducation est vraiment un trésor que personne ne peut voler. » À ce moment-là, le téléphone d'Alexandre sonna, avec le son personnalisé indiquant un appel de Marcella, sa sœur et associée minoritaire de l'entreprise. Il regarda l'écran et soupira presque imperceptiblement. Il savait que Marcella serait horrifiée d'apprendre qu'il prenait un café avec la fille d'une femme de ménage au lieu de réviser les contrats du matin. « Excusez-moi », dit-il en répondant. « Marcella. »« Léo, as-tu vu les emails de Global Tech? Ils veulent avancer la réunion à 8 heures. Je monte maintenant pour... » La voix stridente de Marcella fut interrompue lorsqu'elle entra dans la salle de pause et se heurta à la scène inhabituelle. Marcella Dupont, à 39 ans, était une version féminine plus stricte d'Alexandre. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés contrastaient avec le tailleur Chanel noir, et ses yeux bleus glacés balayèrent la pièce avec la précision d'un scanner, cataloguant chaque détail. L'employé de nettoyage visiblement gêné, l'enfant tenant une tasse d'enfant et son frère assis tranquillement comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Alexandre, nous devons parler. »« Maintenant, » dit Marcella, ignorant complètement la présence de Sophie et Camille. « Maman, elle est fâchée ?» murmura Camille, réalisant instinctivement le changement d'atmosphère. « Non, mon amour, laissons Monsieur Dupont travailler, » répondit Sophie rapidement, prenant sa fille par la main. « Merci pour votre temps, Monsieur Dupont. »« Attendez, » dit Alexandre en se levant. Il y avait quelque chose dans la précipitation de Sophie qui l'inquiétait, comme si elle fuyait une situation dangereuse. « Camille, merci pour le café. C'était spécial. » La petite fille sourit radieusement. « Demain, je peux en faire à nouveau, avec des madeleines que tante Claire m'a apprises ?» Avant qu'Alexandre puisse répondre, Marcella intervint d'une voix tranchante. « Demain ne sera pas possible. Nous avons des clients internationaux visitant le bâtiment. » Le sourire de Camille s'effaça légèrement et elle regarda Alexandre comme si elle s'attendait à ce qu'il contredise la femme sérieuse. Sophie serra la main de sa fille, lui murmurant quelque chose à l'oreille avant de se diriger vers la sortie. « Ce fut un plaisir de mieux te connaître, Camille, » dit Alexandre, ignorant le regard fulminant de sa sœur. « Peut-être pourrions-nous parler des merles un autre jour. »
Après que mère et fille soient sorties, Marcella ferma la porte de la salle de pause d'un mouvement brusque. Ses talons loup-boutins martelaient le sol en marbre tandis que elle se tenait devant son frère comme un général sur le point de réprimander un soldat insubordonné. « Alexandre, tu as complètement perdu la raison ?» explosa-t-elle. « Prendre un café avec des employés, permettre à une enfant de traîner dans ton bureau privé. Les clients de Global Tech peuvent arriver à tout moment. Ce n'est qu'une enfant. Camille, une enfant douce qui voulait partager un café avec moi, répondit Alexandre, surpris par sa propre défense. Exactement. Une enfant qui ne devrait pas être ici. C'est un environnement d'entreprise de haut niveau, pas une crèche. La voix de Camille monta d'un ton. As-tu une idée de comment cela peut affecter notre image et si les investisseurs découvrent que tu joues à la maison avec les employés de nettoyage? Alexandre ressentit une irritation croissante. Il y avait quelque chose de fondamentalement erroné dans le monde qu'il avait construit, où un geste de gentillesse était perçu comme une faiblesse et une connexion humaine authentique était considéré comme un risque commercial. Je ne joue à la maison avec personne, Camille. J'ai juste discuté avec une enfant intelligente en prenant un café. Une conversation qui peut nous coûter des millions si la concurrence s'en sert contre nous. Imagine les gros titres. Le PDG de Tech Solutions néglige les réunions pour prendre un café avec des femmes de ménage. Camille gesticulait dramatiquement. « Promets-moi que tu ne vas pas répéter cette folie. » Alexandre regarda par la fenêtre, observant Paris s'éveiller sous le ciel gris. Là, en bas, des milliers de personnes suivaient leur routine. Beaucoup d'entre elles luttant probablement silencieusement comme Sophie pour soutenir leur famille et garder vivants leurs rêves différés. Pourquoi s'était-il autant isolé de cette réalité? « Je ne peux pas promettre cela, Camille, » dit-il finalement. La tension entre les frères et sœurs Dupont restait épaisse comme le brouillard parisien qui se dissipait lentement au matin. Camille fixa Alexandre avec une expression mêlant incrédulité et véritable inquiétude, tandis qu'il restait immobile devant la fenêtre panoramique, observant le mouvement de la scène comme s'il y trouvait des réponses à des questions qu'il ne savait même pas et poser. « Alexandre, je ne comprends pas ce qui t'arrive, » dit Camille, adoucissant légèrement son ton après avoir réalisé que la stratégie de confrontation directe avait échoué. « Depuis que Patricia est morte, tu es devenue une machine à travailler. Maintenant, soudainement, tu prends un café avec des enfants comme si tu étais un grand-père à la retraite. » La mention de Patricia frappa Alexandre comme un coup physique. Sa femme était morte il y a 5 ans, dans un accident de la route, sur l'autoroute A6, revenant d'un voyage d'affaires qu'il avait lui-même suggéré. Depuis lors, il s'était plongé dans le travail. Comme un homme se noie dans des doutes, plus il se débat, plus il s'enfonce. « Ne mélange pas Patricia là-dedans, » murmura-t-il sans se retourner. « Comment puis-je ne pas mélanger? Tu as cessé de vivre quand elle est morte. Tu as annulé tous les engagements sociaux, vendu la maison à Deauville où vous passiez vos week-ends, transformé cet endroit en un mausolée corporatif. » Camille gesticulait avec une agitation croissante. « Et maintenant, une enfant quelconque apparaît et tu fonds comme du beurre au soleil ?» Alexandre se retourna enfin, ses yeux rencontrant ceux de sa sœur avec une intensité qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Camille n'est pas une enfant quelconque. Elle a 7 ans et elle est scolarisée à domicile parce que sa mère ne peut pas se permettre une école privée. Tu sais quelle était notre situation à son âge. Notre situation était complètement différente, rétorqua Camille. Papa construisait l'entreprise familiale, pas en jouant les philanthropes avec des employés. Papa a failli faire faillite 3 fois avant de réussir à stabiliser l'entreprise de construction. Tu te souviens quand maman vendait des gâteaux à la sortie de l'école pour compléter les revenus, ou quand nous vivions dans cet appartement de 2 chambres à Montmartre? La voix d'Alexandre prit une tonalité nostalgique. Camille me rappelle qui nous étions avant de devenir ça. Camille soupira profondément. Elle se souvenait vraiment de ces temps, bien qu'elle préfère les garder enterrés sous des couches de succès et de sophistication. Elle se souvenait de maman comptant les pièces à la fin du mois,
de papa rentrant à la maison avec les mains sales de ciment, des nuits où il dînait de pain avec du beurre pour économiser pour le loyer. Léo, je comprends la nostalgie, mais nous ne pouvons pas laisser le sentimentalisme compromettre ce que nous avons construit. Tech Solutions emploie 800 personnes. Si nous échouons, ce n'est pas seulement notre richesse qui est en jeu. Ce sont des centaines de familles qui dépendent de nous, argumenta-t-elle, essayant un appel plus rationnel. À ce moment-là, la secrétaire d'Alexandre, Fernande, frappa discrètement à la porte de la salle de pause. À 52 ans, elle travaillait avec lui depuis une décennie et possédait le rare talent d'anticiper ses besoins avant même qu'il ne les exprime. « Monsieur Dupont, les représentants de Global Tech sont arrivés. Ils sont dans la salle de réunion principale, informa-t-elle, maintenant son professionnalisme même en percevant la tension dans l'air. « Nous y allons, Fernande. »« Merci, » répondit Alexandre, ajustant automatiquement sa cravate et reprenant la posture d'affaires qu'il portait comme une armure. En marchant dans le couloir vers la salle de réunion, Alexandre aperçut Sophie nettoyant discrètement les vitres des fenêtres du hall exécutif. Elle travaillait avec des mouvements précis et efficaces, presque invisibles, dans son uniforme bleu clair, mais il remarqua la délicatesse avec laquelle elle traitait chaque surface, comme si elle s'occupait de quelque chose de précieux. Camille était assise dans un fauteuil proche, feuilletant silencieusement un livre pour enfants qui semblait usé par l'utilisation. Ses jambes balançaient dans les airs tandis qu'elle bougeait les lèvres en suivant les mots, pratiquant clairement la lecture. De temps en temps, elle levait les yeux pour observer sa mère travailler, et il y avait tant d'amour et d'admiration dans ce regard qu'Alexandre ressentit une douleur de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. « Bonjour Camille », dit-il, s'arrêtant brièvement. La fillette s'illumina instantanément. « Bonjour, monsieur Alexandre. Tu as vraiment aimé le café ?»« J'ai beaucoup aimé. Que lis-tu ?»« Le Petit Prince. Maman a dit que quand j'aurai lu tous les livres de la bibliothèque de l'école, elle m'emmènera à la librairie Cultura du centre commercial pour choisir un nouveau, » répondit-elle fièrement. Camille toussa d'impatience, mais Alexandre ignora le signe. « Tu as déjà lu beaucoup de livres ?»« 15. Maman a fait une liste, et je marque un X à chaque livre que... » Elle a dit que la connaissance est le seul héritage qu'elle peut me laisser. Sophie, qui avait arrêté de nettoyer pour écouter la conversation, rougit profondément. Elle ne s'attendait pas à ce que ces mots intimes avec sa fille deviennent publics, surtout devant le patron le plus important du bâtiment. « Votre mère est très sage, » dit Alexandre sincèrement. « Monsieur Dupont, » Marcella interrompit avec une fermeté croissante, « nos clients attendent. » À contre-cœur, Alexandre fit un signe à Camille et suivit Marcella vers la salle de réunion. Cependant, ces mots pour la fille résonnaient dans son esprit. La connaissance est le seul héritage qu'elle peut me laisser. Quel héritage laissait-il? Pour qui? La réunion avec les cadres de Global Tech se déroula de manière automatique. Alexandre présenta des projections, discuta des délais de livraison et négocia des clauses contractuelles avec l'efficacité froide qu'il avait rendue respectée dans le secteur. Mais son esprit vagabondait constamment vers l'image de Camille pratiquant la lecture dans le fauteuil du hall et vers Sophie travaillant silencieusement pour maintenir vivant le rêve éducatif de sa fille. « Monsieur Dupont, êtes-vous d'accord avec les modalités de paiement échelonnées ?» demanda James Morrison, directeur de Global Tech, avec son anglais chargé d'accent américain. « Désolé, pourriez-vous répéter ?» Alexandre cligna des yeux, réalisant qu'il avait complètement perdu le fil de la conversation. Marcella lui lança un regard d'avertissement avant d'intervenir doucement. Mon frère réfléchissait aux implications fiscales de la proposition. James, que diriez-vous de revoir les pourcentages une fois de plus? Pendant le reste de la réunion, Alexandre s'efforça de rester concentré, mais une idée commença à germer dans son esprit. Quelque chose sur l'héritage, sur les legs qui comptaient vraiment, sur les enfants qui avaient besoin d'opportunités pour s'épanouir. Quand les Américains partirent enfin, scellant un contrat de 25 millions d'euros, il aurait dû se sentir triomphant. Au lieu de cela,
il ressentait seulement un profond vide. « Bon travail, Léo. Même avec votre distraction matinale, nous avons réussi à conclure l'affaire, » dit Marcella en organisant les documents. « Marcella, te souviens-tu de ce dont nous rêvions quand nous étions enfants? Nous rêvions de ne pas manquer de rien et de rendre nos parents fiers. Mission accomplie, dirais-je. Je rêvais d'être astronaute. Tu voulais être enseignante pour enfants spéciaux, » dit Alexandre doucement. « Quand avons-nous cessé de rêver et commencé à simplement calculer ?» Marcella cessa d'organiser les papiers et regarda son frère avec une expression nouvelle, presque vulnérable. « Quand la vie nous a appris que les rêves ne paient pas les factures, Léo, quand papa a eu la crise cardiaque et que nous avons découvert qu'il avait hypothéqué tout pour maintenir l'entreprise à flot, quand nous avons compris que la responsabilité est plus importante que la fantaisie. Et s'il y avait un moyen de concilier les deux? Que veux-tu dire » Alexandre se dirigea à nouveau vers la fenêtre, mais cette fois son expression était déterminée, non mélancolique. « Je veux dire qu'il est peut-être temps de nous rappeler pourquoi nous avons commencé tout cela, pourquoi nous avons construit cette entreprise, et pour qui. » Le reste de juin passa comme une brume parisienne persistante, avec Alexandre partagé entre la routine d'affaires qui dominait depuis des décennies et les petits moments que la présence de Camille apportait à son quotidien. Chaque matin, il se surprenait à attendre d'entendre la voix enfantine demandant si elle pouvait prendre un café avec lui. Mais Sophie tenait sa fille éloignée du bureau exécutif, limitant sa présence au couloir et aux espaces communs pendant les heures de travail. La fête de la musique du bâtiment d'affaires, le Marais, où se trouvait Tech Solutions, était prévue pour le dernier vendredi du mois. Alexandre évitait traditionnellement ces événements sociaux, les considérant comme une perte de temps et une rupture de la rigueur professionnelle. Marcella partageait cet avis, préférant maintenir une séparation claire entre la vie personnelle et l'environnement corporatif. Cependant, cette année, quelque chose poussait Alexandre à participer. Le garage du bâtiment avait été décoré avec des banderoles colorées, des petites cabanes en bois et une petite scène où un groupe de musique folklorique se préparait à animer la soirée. L'odeur de maïs grillé, de pop-corn sucré et de vin chaud flottait dans l'air, se mêlant au son de conversations animées et de rires. Alexandre descendit à 7 heures du soir, échangeant son costume habituel contre un jean foncé et une chemise bleue, le maximum de décontracté que sa garde-robe permettait. « Je n'arrive pas à croire que tu sois vraiment descendu », commenta Marcella, s'approchant avec un verre de vin chaud à la main. Elle portait une robe à motifs qui conservait une certaine élégance, même en essayant de s'adapter à l'ambiance décontractée. « Je pensais qu'il serait intéressant de mieux connaître les personnes qui travaillent avec nous, » répondit Alexandre, observant les employés de différents secteurs se mêler de manière naturelle et décontractée. « Depuis quand t'intéresses-tu à la convivialité avec les employés » Marcella leva un sourcil, mais son expression trahissait plus de curiosité que de reproche. Avant qu'Alexandre puisse répondre, une explosion de joie enfantine attira son attention. Camille courait entre les cabanes, portant une robe de fête en rose et bleu avec des volants et un chapeau de paille décoré de fleurs en papier. Ses yeux brillaient d'excitation alors qu'elle goûtait du maïs sucré et jouait avec d'autres enfants d'employés. « Monsieur Dupont !» cria-t-elle, agitant énergiquement la main en le voyant. « Tu es venu à la fête ?»« Oui, je suis venu. Tu es magnifique dans cette tenue de fête, » dit-il, sentant un sourire sincère se former sur ses lèvres. « C'est maman qui l'a faite. Elle coûte super bien. Tu veux la voir danser? Elle a dit qu'elle avait appris quand elle était petite à la campagne de Provence. » Camille babilla, tirant Alexandre par la main vers l'espace où une danse folklorique se formait. Alexandre se laissa guider par la fillette, ignorant les regards surpris de certains employés qui ne l'avaient jamais vue à un événement social de l'entreprise. Au centre de la ronde, il vit Sophie, alignée avec d'autres danseurs, portant une jupe à fleurs et un haut blanc brodé.
Ses cheveux lâchés encadraient doucement son visage, et pour la première fois en 3 ans de vie, professionnelle commune, Alexandre la vit sourire complètement à l'aise. La musique commença, et l'animateur entama les commandes traditionnelles. Regardez la pluie, c'est un mensonge. Regardez le serpent, c'est du bois. Sophie se déplaçait avec une grâce naturelle, riant des plaisanteries et s'amusant sincèrement. Alexandre observait, fasciné. Non, Camille ne parlait pas seulement de la danse, mais de la transformation complète qu'elle voyait en elle, d'employée silencieuse et presque invisible à une femme pleine de vie et de spontanéité. « Elle danse bien, n'est-ce pas ?» commenta Camille, se balançant au rythme de la musique. « Maman a dit que quand elle était jeune, elle allait à toutes les fêtes de la musique de sa ville. Après ma naissance, elle a arrêté de danser. » « Pourquoi a-t-elle arrêté ?» demanda Alexandre, ne pouvant pas détourner le regard de Sophie. « Parce qu'elle devait travailler dur pour s'occuper de moi. Mais aujourd'hui, elle est heureuse comme quand j'étais petite, » expliqua Camille avec la sagesse inconsciente des enfants. Pendant le tunnel, lorsque les danseurs formèrent des arcs avec leurs bras et que les couples passaient en dessous, Sophie leva les yeux et croisa le regard d'Alexandre. Pendant un moment qui sembla suspendu dans le temps, ils se regardèrent à travers le mouvement de la danse folklorique. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une douceur qui contrastait avec la froideur professionnelle qu'elle connaissait. Sophie trébucha légèrement, rompant le contact visuel et rougissant intensément. Son partenaire de danse, un jeune homme du secteur financier, la soutint gentiment, et elle reprit ses pas avec un sourire gêné. « Je pense qu'elle a aimé que tu sois venu regarder », observa Camille astucieusement. Alexandre déglutit, réalisant que quelque chose changeait en lui de manière irréversible. Ce n'était pas seulement de la sympathie pour une enfant charismatique ou de la pitié pour une mère célibataire qui se battait. C'était quelque chose de plus complexe, de plus troublant, de plus humain. Lorsque la musique s'arrêta, les danseurs se dispersèrent entre applaudissements et rires. Sophie marcha vers eux, encore haletante de l'exercice, avec les joues rosies et les yeux brillants. « Monsieur Dupont, quelle surprise de vous voir ici !» dit-elle, essayant de reprendre le formalisme professionnel malgré l'ambiance décontractée. « Camille m'a convaincu de participer. Vous dansez très bien. Où avez-vous appris ?» demanda-t-il, sincèrement intéressé. « À Aix-en-Provence, où j'ai grandi. Ma mère disait toujours que la fête de la musique sans danse folklorique n'est pas une vraie fête de la musique, » répondit Sophie, se détendant légèrement. « C'est l'une des rares traditions que je maintiens de ma terre. » « Cela te manque-t-il » Sophie réfléchit soigneusement à la question. « La simplicité me manque. Dans une petite ville, tout le monde se connaît, s'entraide. Ici, à Paris, parfois tu peux passer des années à travailler avec quelqu'un et ne même pas connaître son nom complet. » L'observation de Sophie frappa Alexandre comme une claque à sa conscience. Combien d'employés de sa propre entreprise connaissait-il seulement par leur numéro d'identification? Combien d'histoires personnelles passaient inaperçues alors qu'ils se concentraient exclusivement sur la productivité et les profits? « Maman, puis-je prendre du pop-corn sucré ?» interrompit Camille, pointant une des baraques. « Oui, mais juste un. Tu as déjà mangé beaucoup de maïs grillé, » répondit Sophie, remettant quelques pièces à sa fille. « Je paie le pop-corn, » proposa Alexandre impulsivement. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Merci, » refusa Sophie poliment, mais fermement. Alexandre observa l'interaction et remarqua le schéma. Sophie refusait toujours tout geste qui pourrait être interprété comme de la charité ou du favoritisme. Il y avait de la fierté dans sa pauvreté, de la dignité dans sa lutte, une indépendance de fer qu'il admirait et en même temps voulait d'une certaine manière soutenir. « Sophie, » dit-il, utilisant à nouveau son prénom. « Puis-je poser une question personnelle ?» Elle hocha la tête prudemment. « Pourquoi avez-vous arrêté d'étudier ?» La question prit Sophie au dépourvu. Elle resta silencieuse quelques instants,
observant Camille dans la file du pop-corn, avant de répondre. Je suis tombée enceinte à 17 ans. Le père de Camille a disparu quand il a appris ma grossesse et j'ai dû travailler pour subvenir à mes besoins. J'ai toujours pensé à revenir, mais... Elle marqua une pause. C'est difficile de concilier travail, fille et études quand tu n'as aucun réseau de soutien. Voudriez-vous reprendre vos études? Je rêve de cela tous les jours. Je veux terminer le lycée, peut-être faire un cours technique, mais ce sont des rêves coûteux pour quelqu'un qui vit avec le salaire minimum, admit-elle, avec un sourire mélancolique. Alexandre ressentit une urgence croissante d'offrir de l'aide, mais il devina que toute offre directe serait rejetée. Il devait trouver un moyen de soutenir qui préserve la dignité de Sophie et ne crée pas d'embarras dans l'environnement de travail. Le savoir est vraiment le meilleur héritage que nous puissions laisser, dit-il, faisant écho aux mots qu'il avait entendu Camille répéter. Sophie le regarda avec surprise. « Vous connaissez cette phrase ? Votre fille m'a dit que vous lui dites toujours cela. » « Ma mère me le disait, c'est la seule chose que j'ai pu garder de l'éducation qu'elle a essayé de me donner, » avoua Sophie, les yeux embués. À ce moment-là, observant une mère qui avait sacrifié ses propres rêves pour construire un avenir meilleur pour sa fille, Alexandre eut une épiphanie. Il avait passé 5 ans à construire un empire d'entreprise, mais pour quoi faire? Pour qui? Quel héritage importait vraiment? Le son du fourreau recommença, plus animé cette fois, et Camille revint en courant avec le pop-corn, interrompant le moment d'introspection. Mais quelque chose de fondamental avait changé dans la perception d'Alexandre sur sa propre vie et son but. Juillet arriva à Paris avec cette humidité caractéristique de l'hiver parisien, lorsque le froid mordant se mêlait à la bruine persistante qui couvrait la ville comme un manteau gris. Alexandre avait passé les dernières semaines après la fête de la musique obsédé par une idée qui avait germé dans son esprit pendant la conversation avec Sophie, comment créer des opportunités éducatives pour ses employés sans que cela ne semble de la charité ou du favoritisme. C'était un jeudi matin lorsqu'il convoqua une réunion extraordinaire avec Marcella et les principaux directeurs de Tech Solutions. La salle de réunion du 35e étage était enveloppée dans la brume qui s'élevait de la Seine, créant une atmosphère presque surréaliste, tandis qu'Alexandre présentait sa proposition la plus controversée en 15 ans d'entreprise. Un programme de bourse d'études pour les employés et leurs dépendants, répéta Marcella, sa voix chargée d'incrédulité. Alexandre, avez-vous une idée de l'investissement que cela représenterait et des précédents que nous créerions? Je parle d'un investissement stratégique dans le capital humain de l'entreprise, répondit Alexandre, distribuant des dossiers avec des études qu'il avait élaborées méticuleusement au cours des dernières semaines. Des employés plus qualifiés signifient une plus grande productivité, moins rotativité et meilleur environnement organisationnel. Alexandre Dupont, directeur financier depuis 8 ans dans l'entreprise, feuilletait les chiffres avec une expression sceptique. À 55 ans, il était connu pour sa rigueur fiscale et son aversion pour les dépenses qui ne généraient pas de retour immédiat. Monsieur Dupont, même si le retour se concrétise à long terme, nous parlons d'un investissement initial d'environ 2 millions d'euros rien que la première année. Notre marge bénéficiaire actuelle ne permet pas ce type d'expérimentation sociale. Ce n'est pas une expérimentation sociale, Alexandre, c'est une vision d'avenir, rétorqua Leonardo, ressentant une conviction croissante. Combien de fois avons-nous perdu des talents au profit de la concurrence parce que nous n'offrions pas de perspective de croissance? Combien d'idées innovantes ne voient-elles pas le jour parce que nos employés n'ont pas accès à la formation continue? Camille Martin, directrice des ressources humaines, une femme noire de 42 ans qui avait construit sa carrière en affrontant des préjugés et des barrières socio-économiques, montrait un intérêt sincère pour la proposition. Monsieur Dupont, je soutiens l'initiative d'un point de vue humain et stratégique, mais nous devons considérer les critères de sélection pour éviter les favoritismes et les conflits internes.
C'est exactement ma préoccupation, intervint Marcella, tambourinant des doigts sur la table en bois poli. Comment garantissons-nous que cela ne devienne pas un programme de privilèges pour les employés les plus proches de la direction? Et comment évitons-nous que les employés voient cela comme un droit acquis? Leonardo avait anticipé ces questions. Pendant des semaines, il avait recherché des programmes similaires dans des entreprises nationales et internationales, consulté des experts en ressources humaines et même discuté informellement avec des employés de différents secteurs, toujours de manière discrète. Proposons des critères objectifs: ancienneté, évaluation de la performance, situation socio-économique prouvée et engagement envers des contreparties, expliqua-t-il, ouvrant un diaporama détaillé. Les bénéficiaires signeront des contrats s'engageant à rester dans l'entreprise pour une période déterminée après la fin des études. « Et s'ils partent avant la date prévue ?» demanda Alexandre, toujours concentré sur les aspects légaux et financiers. « Ils rembourseront la valeur investie proportionnellement, » répondit Leonardo. Mais je crois que les employés qui se sentent valorisés et investis auront moins de motivation à quitter l'entreprise. Marcella soupira profondément, reconnaissant la détermination de son frère. Elle le connaissait assez bien pour savoir que lorsque Leonardo fixait une idée, il renonçait rarement. Bien que je sois d'accord avec les aspects humanitaires de la proposition, j'ai de sérieuses inquiétudes concernant la réaction des actionnaires minoritaires et des investisseurs. Nous le présenterons comme une stratégie de rétention des talents et de développement organisationnel, argumenta Leonardo. Des entreprises comme Google, Apple et même certaines nationales comme L'Oréal ont déjà prouvé que l'investissement dans les personnes génère des résultats financiers supérieurs à long terme. Camille profita de l'occasion pour intervenir. « Monsieur Dupont, si vous me permettez une suggestion, nous pourrions commencer par un programme pilote, sélectionner 10 bénéficiaires au premier semestre, suivre les résultats et élargir progressivement. » Idée sensée, acquiesça Leonardo. « Alexandre, combien cela représenterait-il dans le budget ? » « Environ 200 000 € selon les cours choisis, » calcula Alexandre rapidement. « C'est plus acceptable, mais cela reste une dépense significative sans garantie de retour. » « Tout investissement comporte des risques, » souligna Leonardo. « La question est de savoir si nous sommes prêts à parier sur le potentiel humain de notre propre entreprise. » La discussion s'étendit sur 2 heures supplémentaires, chaque directeur soulevant des objections pratiques et Leonardo répondant avec des arguments fondés sur des recherches et une conviction personnelle. Lorsqu'ils parvinrent enfin à un consensus sur le programme pilote, Marcella demanda à parler à son frère en privé. « Léo, puis-je savoir ce qui motive vraiment cette soudaine préoccupation sociale ?» demanda-t-elle après que les autres soient partis. « Parce que je te connais depuis 42 ans, et ce n'est pas une décision purement basée sur une stratégie d'entreprise. » Leonardo s'approcha de la fenêtre, observant la ville se débattre entre la bruine et les rayons de soleil qui tentèrent de percer les nuages. « Te souviens-tu quand papa nous emmenait visiter ses chantiers? Comment il connaissait chaque maçon par son nom, savait pour la famille de chacun, célébrait les victoires personnelles des employés? Je me souviens. Et je me souviens aussi qu'il a failli faire faillite 3 fois parce qu'il mêlait émotion et affaires, » répondit Marcella sèchement. Ou peut-être qu'il comprenait quelque chose que nous avons oublié en cours de route. Leonardo se tourna pour la regarder. « Que les entreprises sont faites de personnes, pas de tableaux. Que lorsque nous investissons dans les gens, ils investissent en retour en nous. » Et la petite fille de la femme de ménage a-t-elle quelque chose à voir avec cette épiphanie philanthropique? La question de Marcella était teintée d'ironie et de préoccupation sincère. Leonardo hésita un moment. « Camille m'a fait réaliser qu'il y a des enfants brillants dans notre propre entreprise qui pourraient ne jamais avoir la chance de développer leur potentiel simplement parce qu'ils sont nés dans la mauvaise famille. Et que des mères comme Sophie sacrifient leurs propres rêves parce que le système n'offre pas d'alternative. » Sophie? Marcella haussait les sourcils. «
Tu parles de l'employé de nettoyage par son prénom? Elle a un nom, Marcella. Elle a une histoire. Elle a des rêves. Elle a une fille de 7 ans qui lit 15 livres par semestre et rêve de devenir vétérinaire. La voix de Leonardo gagna en intensité. Pourquoi cela devrait-il être moins important que nos rapports trimestriels? Marcella étudia le visage de son frère pendant un long moment. Il y avait quelque chose de différent en lui. Une passion qu'elle n'avait pas vue depuis les premières années de l'entreprise, quand il travaillait jusqu'à tard, motivé par le rêve de construire quelque chose de significatif. « Tu es en train de tomber amoureux d'elle », affirma Marcella, plus comme une constatation qu'une accusation. L'affirmation frappa Leonardo comme un éclair. Il ouvrit la bouche pour nier, mais les mots ne sortirent pas. Comment nier quelque chose qu'il n'avait pas encore complètement admis? C'est plus compliqué que tu ne l'imagines, Marcella. C'est précisément parce que c'est compliqué que je suis inquiète. Différences sociales, relations employeur-employé, un enfant impliqué. Marcella énuméra les obstacles sur ses doigts. Tu marches sur un terrain dangereux, Léo. Peut-être qu'il est temps de marcher sur un terrain dangereux, répondit-il, avec une détermination qui surprit tous les deux. Peut-être que j'ai passé trop de temps sur un terrain sûr et cela m'a transformé en quelqu'un que je ne reconnais plus. À ce moment-là, la porte de la salle s'ouvrit discrètement et Fernanda annonça que Sophie était juste à l'extérieur. Leonardo sortit, semblant préoccupé, et demanda si Juliana pouvait parler rapidement avec M. Dupont. « Faites-la entrer », dit Alexandre immédiatement. Juliana entra dans la salle de réunion avec un évident embarras, tenant une enveloppe jaunie dans ses mains tremblantes. Elle portait son uniforme de travail, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une urgence qui contrastait avec sa discrétion habituelle. « Monsieur Dupont, je suis désolé d'interrompre, mais je devais vous parler de Camille, dit-elle, la voix tremblante. Elle est malade. » Le mot « malade » résonna dans la salle de réunion, comme un tonnerre lointain, portant avec lui toute la fragilité que Alexandre avait appris à craindre depuis la mort de Patricia. Juliana restait debout, près de la porte, comme si elle était prête à fuir, à tout moment tenant l'enveloppe si fermement que ses jointures blanches. « Que lui est-il arrivé ?» demanda Alexandre, se levant immédiatement et s'approchant de Juliana. Sa voix trahissait une inquiétude qui surprit même Marcella. Elle a commencé à avoir de la fièvre lundi, mais je pensais que ce n'était qu'un rhume. Hier soir, la fièvre a beaucoup augmenté et elle a commencé à se plaindre de fortes douleurs à la tête, expliqua Juliana rapidement, les mots se bousculant. Je l'ai emmenée au poste de santé du quartier ce matin et le médecin a dit que cela pourrait être une méningite. Il a dit qu'elle avait besoin d'examens urgents à l'hôpital. Alexandre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Méningite. Le mot portait un poids terrible, évoquant des souvenirs d'histoires tragiques que tout le monde connaissait, mais espérait ne jamais vivre. « Où est-elle maintenant ?» demanda-t-il, prenant déjà les clés de la voiture. « À l'hôpital municipal de Le Marais. Elle est dans la file d'attente pour les examens. Mais ils ont dit que cela pourrait prendre des heures, répondit Juliana, des larmes commençant à couler sur son visage. Je suis venue travailler parce que si je manque, je peux perdre mon emploi, et je n'aurai pas d'argent pour payer ces médicaments. Mais je n'arrive pas à me concentrer sur quoi que ce soit. Je pense juste à ma fille seule dans cet hôpital. L'admission de Juliana révélait la cruelle réalité de ceux qui vivent sur le fil du rasoir de la survie, même avec sa fille, potentiellement gravement malade, elle ne pouvait pas se permettre de manquer le travail sans conséquences financières dévastatrices. « Alexandre » murmura Marcella, touchant le bras de son frère dans un geste rare de soutien. Elle avait été témoin de sa douleur lorsque Patricia était morte et reconnaissait les signes de panique croissante dans ses yeux. « Juliana, prends tes affaires. Maintenant, » ordonna Alexandre, avec une fermeté qui n'admettait pas de discussion. « Allons chercher Camille et l'emmener à l'hôpital Albert Einstein. Ils ont le meilleur service de pédiatrie de la ville. Monsieur Dupont, je ne peux pas payer un hôpital privé.
commença Juliana, secouant désespérément la tête. Je peux, et je vais payer, interrompit Alexandre. Ce n'est pas une discussion, Juliana, c'est un fait. Mais je ne peux pas accepter cela. Ce serait trop de générosité. Je ne pourrais jamais rendre l'appareil. Tu peux. Accepter, oui. La voix d'Alexandre monta plus haut qu'il ne l'avait prévu, chargée d'une émotion qu'il avait du mal à contrôler. Ta fille a besoin de soins médicaux urgents, et je peux le lui offrir. Ce n'est pas de la charité, Juliana. C'est ce que les gens font les uns pour les autres quand ils se soucient. La dernière phrase sortit presque comme un murmure, mais portait un tel poids émotionnel que Marcella et Juliana restèrent silencieuses pendant quelques secondes. Il y avait quelque chose dans la confession involontaire d'Alexandre qui changeait complètement la dynamique de la situation. « Léo, dit Marcella doucement, je vous conduis là-bas. Tu es trop bouleversé pour conduire. » Pendant le trajet jusqu'à l'hôpital municipal, à l'arrière du BMW X5 de Marcella, Alexandre tenait son téléphone, enchaînant les appels. D'abord au docteur Philippe Martin, pédiatre renommé et ami personnel de la famille, qui accepta de les rencontrer à l'hôpital Albert Einstein. Ensuite à l'administration de l'hôpital, s'assurant que toutes les procédures nécessaires seraient réalisées sans bureaucratie. Juliana restait silencieuse, observant la ville défiler par la fenêtre, encore en train de traiter la générosité inattendue d'Alexandre. Il y avait quelque chose de surréaliste dans la situation. Il y a quelques heures, elle nettoyait des vitres dans son bureau. Maintenant, elle était emmenée par lui à l'hôpital le plus cher de la ville pour s'occuper de sa fille. « Monsieur Dupont, dit-elle enfin, pourquoi faites-vous cela ?» Alexandre la regarda. Et Juliana vit dans ses yeux une vulnérabilité qu'elle n'aurait jamais imaginé exister chez cet homme puissant et contrôlé qu'elle connaissait. « Parce que Camille m'a appris à boire du vrai café, » répondit-il simplement. « Parce qu'elle m'a rappelé qu'il y a des choses plus importantes que des tableaux et des réunions. Et parce que... » il hésita. « Parce que perdre quelqu'un que l'on aime est une douleur que je ne souhaite à personne. » L'hôpital municipal de Le Marais présentait le chaos typique de la santé publique française. Des couloirs bondés, des familles entières attendant des soins, des enfants pleurant et l'odeur caractéristique de désinfectants mélangés à l'anxiété. Alexandre n'avait jamais été dans un hôpital public, et le choc de la réalité le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Ils trouvèrent Camille allongée sur une civière improvisée dans le couloir des urgences pédiatriques, le visage rouge de fièvre et les yeux mi-clos. En voyant sa mère, elle essaya de sourire, mais il était évident qu'elle se sentait très mal. « Maman, ma tête me fait très mal, » murmura-t-elle, tendant ses petits bras. « Je sais, mon amour. Nous allons prendre soin de toi tout de suite, » dit Juliana, embrassant le front chaud de sa fille. « Monsieur Dupont ?» Camille ouvrit les yeux avec difficulté. « Vous êtes venu me rendre visite ? » ?»« Oui, princesse, et maintenant nous allons dans un endroit où tu vas te sentir mieux très rapidement, » répondit Alexandre, surpris par la tendresse dans sa propre voix. Docteur Philippe Martin les attendait déjà à l'hôpital Albert Einstein, une institution qui contrastait drastiquement avec le chaos du système public. Des couloirs silencieux, une technologie de pointe, un service personnalisé, un univers parallèle où l'argent garantissait la dignité dans les soins médicaux. Les examens furent réalisés avec une efficacité impressionnante. Tomodensitométrie, ponction lombaire, analyse de sang complète. Alexandre resta dans le couloir pendant tout le processus, marchant d'un côté à l'autre, comme un père désespéré, tandis que Sophie suivait chaque procédure avec Camille. « Les résultats devraient arriver dans 2 heures, » informa docteur Philippe Martin après avoir terminé la batterie d'examen. « D'après l'analyse clinique initiale, je pense qu'il s'agit d'une méningite virale, qui est bien moins grave que la bactérienne, mais nous devons attendre la confirmation du laboratoire. »« Elle va aller mieux ?» demanda Alexandre, avec une urgence qui révélait à quel point il s'était attaché à la petite fille. « Les chances sont très bonnes. La méningite virale se résout généralement avec un traitement approprié et du repos.
mais il était essentiel de l'amener rapidement. Quelques heures de retard auraient pu compliquer significativement la situation. Sophie s'effondra sur une chaise de la salle d'attente, toute la tension accumulée, trouvant enfin une issue dans des larmes silencieuses. Alexandre s'assit à côté d'elle, hésitant un moment avant de poser une main réconfortante sur son épaule. « Elle va aller mieux, Sophie. Camille est forte, comme sa mère. »« Merci », murmura-t-elle sans relever le visage. « Merci pour tout. Je sais que cela a dû coûter beaucoup d'argent, et je promets que je vais trouver un moyen de payer. Je ne veux pas que tu te préoccupes de l'argent maintenant. Préoccupe-toi seulement de prendre soin de Camille et de toi-même. » Sophie releva enfin le visage, et Alexandre vit de la gratitude mêlée à quelque chose de plus complexe dans ses yeux. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec nous? Je ne suis qu'une femme de ménage, et vous êtes Alexandre Dupont. »« Non, dit-il doucement, tu n'es rien de tout cela. Tu es une mère qui sacrifie tout pour sa fille, une femme intelligente qui mérite de meilleures opportunités et une personne qui m'a appris à voir au-delà des chiffres et des bénéfices. » Le moment fut interrompu par l'arrivée de Marcel, portant des sacs d'un centre commercial voisin. « J'ai apporté des vêtements propres pour vous et quelques livres pour enfants pour quand Camille se réveillera, » dit-elle, montrant une sensibilité qui surprit Sophie. « Merci. Beaucoup, madame, » remercia Sophie. « Marcel, et pas besoin de me remercier, nous sommes une famille maintenant, d'une certaine manière. » Les mots de Marcel résonnèrent dans la salle d'attente, portant un sens que tous ressentirent, mais que personne ne verbalisa complètement. Quelque chose de fondamental avait changé dans leur relation, créant des liens qui transcendaient les hiérarchies sociales et les conventions d'entreprise. Lorsque les résultats arrivèrent, enfin confirmant la méningite virale et un pronostic favorable, Alexandre ressentit un soulagement si intense qu'il dut s'appuyer contre le mur. Camille resterait hospitalisée pendant 3 jours pour observation, mais elle se rétablirait, ou complètement. Cette nuit-là, Alexandre resta à l'hôpital bien après l'heure des visites, obtenant une autorisation spéciale pour accompagner Sophie dans la chambre particulière où Camille dormait paisiblement, enfin libérée de la fièvre qui avait terrifié tout le monde. « Elle pourra aller à l'école quand elle ira mieux ?» demanda Alexandre, observant la petite fille dormir. « Elle ne va pas encore à l'école normale. Elle est sur la liste d'attente de l'école publique depuis 2 ans, avoua Sophie. C'est pourquoi je l'enseigne à la maison. » À ce moment-là, en observant une enfant brillante privée d'éducation formelle pour des raisons bureaucratiques et socio-économiques, Alexandre prit une décision qui changerait tout. Août arriva avec des vents froids qui balayaient Paris comme des lames acérées, apportant avec eux des changements que personne chez Tech Solutions n'avait anticipés. Camille s'était complètement rétablie de la méningite, mais l'épisode avait créé une proximité entre Alexandre et la famille Martin qui ne pouvait plus être ignorée ou déguisée dans l'environnement corporatif. 3 semaines après sa sortie de l'hôpital, Alexandre convoqua une réunion urgente avec les partenaires de l'entreprise. La salle de conférence du 35e étage était chargée de tension alors qu'il présentait une proposition qui choquerait tout le monde, la création immédiate de l'Institut Dupont de développement humain, une fondation éducative qui serait financée par 15% des bénéfices annuels de l'entreprise. 15% explosa Charles Moreau, partenaire minoritaire avec 10% des actions. « Alexandre, cela représente environ 30 millions d'euros par an. Tu as complètement perdu la raison ?» Autour de la table, les autres actionnaires affichaient des réactions allant de la surprise à l'indignation. Marcel restait silencieuse, sachant que la transformation de son frère avait atteint un point irréversible. « Je n'ai pas perdu la raison, Charles. J'ai trouvé un but, » répondit calmement Alexandre, distribuant une présentation détaillée qu'il avait préparée avec l'aide de consultants spécialisés en responsabilité sociale des entreprises. « Nous parlons d'investissement dans le capital humain,
de développement des talents et de création d'un héritage qui va bien au-delà des bénéfices trimestriels. Héritage ? Intervint Patricia Lefebvre, avocate et actionnaire avec 5% des actions. Notre héritage est déjà une entreprise solide qui génère des emplois et des revenus. Pourquoi diable devrions-nous devenir une ONG ? Parce que j'ai découvert que le succès financier sans impact social est vide, répondit Alexandre, regardant directement dans les yeux de chacun des présents. Parce que nous avons des employés brillants dont les enfants n'auront jamais accès à une éducation de qualité. Parce qu'il y a une petite fille de 7 ans qui rêve de devenir vétérinaire, mais qui pourrait finir par répéter le cycle de pauvreté de sa mère simplement parce qu'elle est née dans la mauvaise famille. Ricardo Fernandez, le plus ancien des partenaires minoritaires, tambourinait nerveusement des doigts sur la table. « Alexandre, nous comprenons tes motivations humanitaires, mais cela va impacter directement notre distribution de bénéfices. Certains d'entre nous dépendent de ces dividendes pour nos investissements personnels. Alors peut-être qu'il est temps de repenser ce qui compte vraiment dans nos vies, rétorqua Alexandre, sa voix prenant de l'intensité. Vous saviez que nous avons des employés qui travaillent avec nous depuis des années et dont les enfants sont dans des écoles publiques surpeuplées, sans perspective d'enseignement supérieur, que nous avons des femmes talentueuses, bloquées dans des fonctions de base parce qu'elles n'ont jamais eu l'opportunité de se qualifier. Marcel décida enfin d'intervenir, réalisant que la réunion se dirigeait vers un affrontement irréparable. Les amis, que diriez-vous d'analyser la proposition d'Alexandre sous un angle stratégique? La responsabilité sociale est une tendance mondiale. Des entreprises comme l'Occitane, Unilever et même des banques comme BNP Paribas ont des programmes similaires qui, en plus de l'impact social, génèrent de la valeur de marque et de l'attractivité pour les jeunes talents. Excellent point, Marcel, acquiesça Alexandre, profitant de l'ouverture. Les millennials et la génération Z valorisent les entreprises avec un but social. Cela peut être un avantage compétitif dans l'attraction et la rétention de professionnels qualifiés, les bras encore visiblement contrariés. Même si nous acceptons l'aspect stratégique, 15% est excessif pour commencer. Pourquoi pas 5% la première année? Parce que 5% serait un projet pilote sans impact réel. 15% nous permet de créer quelque chose de transformateur, argumenta Alexandre. Nous parlons de bourses d'études complètes, de programmes de qualification professionnelle, de soutien à l'éducation des enfants et même de microcrédits pour l'entrepreneuriat. Pendant les 2 heures suivantes, la discussion oscilla entre arguments économiques et interrogations sur les véritables motivations d'Alexandre. Patricia Lefebvre fut particulièrement directe. « Alexandre, nous savons tous que cette soudaine préoccupation sociale a un nom et un prénom. Vous êtes amoureux de la femme de ménage et de sa fille, et cela obscurcit votre jugement d'affaires. » Le silence qui suivit était chargé de tension. Alexandre sentit le sang monter à son visage, non pas à cause de l'accusation elle-même, mais à cause de la manière irrespectueuse dont Patricia avait fait référence à Sophie. Sophie Martin n'est pas la femme de ménage, Patricia. Elle a un nom, une histoire et une intelligence que vous n'avez jamais pris la peine de remarquer, dit Alexandre d'une voix dangereusement basse. Et si mon admiration pour elle et sa fille m'a fait voir des problèmes sociaux que j'ignorais auparavant, alors je les en remercie. Admiration? Charles rit sarcastiquement. Alexandre, vous mélangez romance et affaires de manière dangereuse. Cela pourrait se terminer par un procès pour harcèlement ou favoritisme. Faites attention à vos mots, Charles, avertit Alexandre, se levant de sa chaise. Il n'y a jamais eu de comportement inapproprié de ma part. Ma relation avec Sophie et Camille m'a ouvert les yeux sur des questions sociales pertinentes, mais mes décisions sont basées sur des convictions personnelles et une vision stratégique. Marcel réalisa que la réunion était en train de dériver vers un territoire dangereux et décida de prendre le contrôle. Proposition. Votons une version modifiée.
10% des bénéfices la première année avec une réévaluation annuelle, et nous créons un conseil indépendant pour gérer l'Institut, évitant toute apparence de favoritisme. La proposition de Marcel fut accueillie avec un certain soulagement par les autres associés qui y voyaient une concession acceptable. Après 1 heure de négociation sur les détails opérationnels, le vote fut réalisé. 4 voix en faveur, Alexandre, Marcel et 2 associés mineurs, contre 3 opposés. Lorsque la réunion se termina et que les associés se dispersèrent, Marcel resta dans la salle avec Alexandre. « Vous savez que cela va tout changer, n'est-ce pas ? La dynamique de l'entreprise, votre position en tant que PDG, vos relations personnelles. »« Je sais, et je suis prêt pour cela, » répondit Alexandre, regardant par la fenêtre où Paris s'étendait sous un ciel chargé de nuages sombres. Patricia avait raison sur une chose, cela a un nom et un prénom. Mais ce n'est pas seulement à propos de Sophie et Camille. C'est à propos de devenir l'homme que Patricia croyait que je pouvais être. Votre épouse soutiendrait cela ? Alexandre ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une lettre jaunie qu'il avait trouvée des semaines auparavant dans son coffre personnel. J'ai trouvé cela parmi ses affaires, une lettre qu'elle a écrite peu avant de mourir. Marcel prit la lettre avec soin, reconnaissant immédiatement l'écriture délicate de Patricia. En lisant, ses yeux se remplirent de larmes. « Mon cher Léo, si tu lis cela, cela signifie que je n'ai pas pu te le remettre en personne. Je sais que mon départ va te transformer en une machine de travail, comme cela arrive toujours quand tu as peur de ressentir. Mais j'espère qu'un jour tu trouveras le courage d'aimer à nouveau, pas nécessairement une femme. Mais la vie, les gens, les possibilités de faire une différence. J'ai créé un fonds de 5 millions pour l'éducation des enfants de nos employés. J'attendais que tu sois prête émotionnellement pour le gérer. J'espère qu'en lisant cela, tu auras déjà retrouvé ton chemin vers l'homme généreux et passionné que j'ai connu. Avec tout mon amour, Patricia. » Marcel termina de lire avec des larmes coulant librement sur son visage. « Léo, savais-tu pour ce fonds ? Je l'ai découvert la semaine dernière en cherchant des documents pour créer l'Institut. Elle a toujours été plus sage que moi. » Alexandre sourit avec mélancolie. Patricia savait que j'aurais besoin de temps pour guérir la douleur avant de pouvoir aimer à nouveau. Et elle savait que, quand je serais prêt, je trouverais un moyen d'honorer sa mémoire en aidant d'autres personnes. Et Sophie, as-tu déjà parlé avec elle de tes sentiments ? Alexandre secoua la tête. Comment puis-je ? Il y a un abîme social entre nous. Elle peut interpréter toute déclaration comme un abus de pouvoir ou comme une tentative d'échanger des faveurs contre de la gratitude. Et il y a Camille à considérer. Je ne peux pas jouer avec les sentiments d'une enfant qui a déjà souffert de l'abandon de son père. Mais tu ne peux pas ignorer ce que tu ressens pour toujours, Léo. Pour l'instant, je vais me concentrer sur le fait de faire ce qu'il faut. L'Institut commencera avec Camille comme première bénéficiaire, bourse complète dans une excellente école privée. Sophie sera invitée à participer au programme de qualification professionnelle que nous allons créer. Et peut-être qu'avec le temps, les différences entre nous deviendront moins pertinentes. À ce moment-là, comme si le destin voulait tester ses résolutions, Fernanda entra dans la salle en informant que Sophie attendait dehors, semblant nerveuse et demandant à parler d'urgence avec M. Dupont. « Faites-la entrer, » dit Alexandre, rangeant rapidement la lettre de Patricia. Sophie entra dans la salle, portant son uniforme de travail, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une détermination qui contrastait avec sa timidité habituelle. Elle salua poliment Marcel avant de se tourner vers Alexandre. « Monsieur Dupont, j'avais besoin de vous parler d'une décision que j'ai prise, une décision importante. » Alexandre et Marcel échangèrent des regards, pressentant qu'un autre changement était en route. Sophie resta debout, au centre de la salle de réunion, ses mains entrelacées devant son corps, dans une posture mêlant nervosité et détermination. La lumière de l'après-midi doux filtrait à travers les grandes fenêtres, créant un halo doré autour de sa silhouette,
tandis qu'Alexandre et Marcel attendaient ces mots avec une curiosité croissante. « Monsieur Dupont », commença-t-elle, respirant profondément comme si elle rassemblait son courage, « après tout ce qui s'est passé avec Sophie à l'hôpital, et voyant à quel point vous vous êtes soucié d'elle, j'ai pris une décision qui va changer notre vie. » Alexandre sentit son cœur s'accélérer, imaginant toutes les possibilités que cette phrase pouvait signifier. « Quelle décision, Sophie ? » « Je me suis inscrite au lycée de nuit. Je vais reprendre mes études, » annonça-t-elle avec un sourire qui illuminait tout son visage. « L'enseignante du cours a dit qu'avec mon âge et mon expérience de vie, je peux terminer les 3 années en seulement 2. Et après, je veux faire un diplôme technique en comptabilité. » Le soulagement mêlé d'admiration qu'Alexandre ressentit était si intense qu'il dut s'appuyer sur la table. Un moment, il avait craint que Sophie vienne annoncer sa démission ou une décision qui l'éloignerait définitivement de sa vie. « Sophie, c'est merveilleux !» s'exclama Marcel, véritablement enthousiaste. « Mais comment vas-tu concilier cela avec le travail? Les horaires ne vont-ils pas entrer en conflit? » « Je vais devoir faire quelques ajustements. Le cours est de 7 à 10 heures du soir, donc je dois partir d'ici à 6h30. J'ai parlé avec Madame Régine, qui s'occupe parfois de Camille, et elle a accepté de rester avec elle pendant les cours en échange d'aide pour les tâches ménagères le week-end, expliqua Sophie, montrant qu'elle avait soigneusement planifié chaque détail. Alexandre l'observait parler avec une admiration croissante. Là se tenait une femme qui, même face à toutes les adversités imaginables, trouvait la force de poursuivre ses rêves retardés. Le courage de Sophie l'inspirait et, en même temps, le faisait remettre en question ses propres choix de vie. « Et pour les coûts du cours ?» demanda-t-il, essayant de garder un ton décontracté malgré son intérêt sincère. « J'ai obtenu une bourse partielle, basée sur le revenu familial. Je vais payer 200 € par mois, ce qui est serré, mais possible si je fais des économies sur d'autres choses, » répondit Sophie, avec une fierté évidente dans sa propre réussite. « Sophie, » dit Alexandre prudemment, « tu sais que tu peux compter sur un soutien si tu en as besoin. »« Non, monsieur Dupont, » interrompit-elle gentiment mais fermement, « vous avez déjà fait beaucoup pour nous avec l'hôpital de Camille. Cela, je dois le conquérir par mes propres forces. C'est important pour moi, pour mon estime de soi et pour montrer à Camille que nous pouvons atteindre nos objectifs grâce à un travail honnête. » Marcel sourit, reconnaissant dans la détermination de Sophie quelque chose qu'elle admirait profondément. « Tu as raison, Sophie. La réussite personnelle a un goût spécial, mais si tu as besoin d'un soutien logistique, comme un ajustement d'horaire ou de la flexibilité, lors des examens, tu peux compter sur nous. » « Merci beaucoup, Madame Marcel. Cela serait d'une grande aide, » remercia Sophie, se détendant légèrement. Alexandre se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, traitant les informations. La décision de Sophie le remplissait de fierté, mais apportait aussi une nouvelle dimension complexe aux sentiments qu'il avait pour elle. Alors qu'il observait Paris se préparer pour une autre nuit froide d'hiver, une idée commença à se former dans son esprit. « Sophie, » dit-il, se retournant pour la regarder, « puis-je te poser une question personnelle ?»« Bien sûr, monsieur. Pourquoi la comptabilité? Qu'est-ce qui t'attire dans ce domaine ?» Les yeux de Sophie s'illuminèrent d'une passion qu'Alexandre voyait rarement chez des professionnels expérimentés. « J'ai toujours aimé les chiffres, l'organisation, faire en sorte que les choses s'emboîtent parfaitement. Quand je travaillais à la boulangerie du quartier avant la naissance de Camille, j'aidais le propriétaire avec la gestion des stocks et les comptes. Il disait que j'avais la tête pour les chiffres. La comptabilité me semble une profession solide, où je peux grandir et avoir de la stabilité. Et après le diplôme technique, as-tu l'intention de travailler dans ce domaine? Je rêve de travailler dans un bureau, avec un contrat et des possibilités d'évolution. Qui sait, un jour, ouvrir mon propre cabinet de comptabilité dans le quartier, aidant les petits commerçants qui n'ont pas accès à des services professionnels, avoua-t-elle, rougissant légèrement à la témérité de son rêve.
Alexandre et Marcel échangèrent un regard significatif. La vision entrepreneuriale de Sophie, combinée à son éthique de travail et son intelligence naturelle, créait des possibilités que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipées. « Tu sais, Sophie, » dit Marcel pensivement, « Tech Solutions est en expansion. Nous avons toujours besoin de professionnels qualifiés en comptabilité, surtout des personnes qui connaissent la culture de l'entreprise et ont un engagement prouvé. » Sophie écarquilla les yeux. « Vous suggérez... Je ne promets rien, » précisa Marcel rapidement, « mais je dis que des talents comme le tien sont valorisés ici. Si tu te qualifies correctement, il y aura toujours de la place pour la croissance dans l'entreprise. » Alexandre observa l'interaction avec une admiration croissante pour la sensibilité de sa sœur. Marcel avait trouvé un moyen d'offrir espoir et motivation à Sophie sans créer de fausses attentes ou d'engagements prématurés. « Ce serait un rêve réalisé, » murmura Sophie, avec des larmes d'émotion dans les yeux. « Travailler professionnellement dans l'entreprise où j'ai commencé à nettoyer serait comme compléter un cycle. » À ce moment-là, la porte de la salle s'ouvrit et Camille entra en courant, portant son nouvel uniforme scolaire. Une réussite qu'Alexandre avait discrètement fournie par le biais d'une bourse anonyme à l'école privée du quartier. « Maman, maman, devine ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui » cria-t-elle, s'arrêtant brusquement en voyant Alexandre et Marcel. « Bonjour, monsieur Alexandre, bonjour, madame Marcel. »« Bonjour, princesse » répondit Alexandre, s'accroupissant pour être à la hauteur de la petite fille. « Qu'est-ce qui s'est passé de spécial à l'école ?»« L'enseignante a dit que je suis la meilleure de la classe en mathématiques et que si je continue comme ça, je peux sauter une classe l'année prochaine, » annonça Camille avec fierté. « C'est fantastique, Camille. Tu vois comme étudier en vaut la peine ?» dit Sophie, étreignant sa fille avec émotion. Alexandre ressentit une vague de satisfaction profonde. Investir dans l'éducation de Camille portait clairement ses fruits, validant sa conviction sur le pouvoir transformateur d'une éducation de qualité. « Et tu as aimé la nouvelle école, Camille ?» demanda Marcel, montrant un intérêt sincère. « Beaucoup. Il y a une bibliothèque avec 1 million de livres, un laboratoire de sciences où nous pouvons faire de vraies expériences et même des cours d'anglais. L'enseignante a dit que ceux qui parlent anglais peuvent discuter avec des gens du monde entier, » répondit Camille avec enthousiasme. « Ta fille est brillante, Sophie. Avec le bon encouragement, elle peut arriver où elle veut, » observa Alexandre. « Merci. Tout cela n'est possible que grâce à la bourse que nous avons obtenue. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qui était le bienfaiteur anonyme qui a financé ces études, » dit Sophie, regardant directement Alexandre avec une expression qui suggérait qu'elle soupçonnait la véritable identité du donateur. Alexandre garda une expression neutre, mais Marcel remarqua le sourire discret qui jouait au coin de ses lèvres. « Eh bien, » dit Marcel en se levant, « je pense que nous avons beaucoup à célébrer aujourd'hui. Une nouvelle étudiante dans la famille Martin et des perspectives brillantes pour l'avenir. »« Maman va étudier comme moi, » déclara Camille avec fierté. « Elle a dit que nous allons faire nos devoirs ensemble et que quand elle sera comptable, elle pourra m'aider encore plus avec les mathématiques. Et quand tu grandiras, tu pourras aussi aider d'autres enfants, n'est-ce pas ?» suggéra Alexandre. « Oui, je veux être vétérinaire, mais je veux aussi enseigner les mathématiques aux enfants qui ne savent pas. Maman a dit que quand on apprend quelque chose, on doit le transmettre, » répondit Camille avec une gravité impressionnante pour une enfant de 7 ans. Les mots de Camille résonnèrent dans la pièce, portant une sagesse simple mais profonde sur la responsabilité sociale et la solidarité. Alexandre regarda Sophie et y vit non seulement la femme dont il était tombé amoureux, mais un exemple d'intégrité, de détermination et de générosité qui l'inspirait à être une meilleure personne. « Sophie, » dit-il finalement, « bonne chance pour tes études. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ajustement d'horaire, matériel scolaire, peu importe, n'hésite pas à nous en parler. » « Merci beaucoup, monsieur Dupont.
pour votre compréhension, votre soutien, pour tout, répondit-elle sincèrement. Lorsque Sophie et Camille partirent, Marcel resta quelques instants en silence avant de commenter « Léo, tu réalises ce qui se passe, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? Tu es en train de tomber amoureux d'une femme qui se transforme devant tes yeux, qui conquiert son indépendance, son éducation, sa perspective de carrière. Dans 2 ans, elle pourrait très bien être ton égale professionnellement. » Alexandre sourit pour la première fois de la journée avec une véritable joie. « Je ne pourrais pas être plus fier de cela, Marcel. Je ne pourrais pas être plus fier d'elle. » Septembre arriva à Paris, apportant les premiers signes que l'hiver rigoureux cédait enfin la place au printemps. Les jacarandas commençaient à exhiber leurs premières fleurs violettes, peignant la ville de touches de couleurs qui contrastaient avec le béton gris des gratte-ciel. Au 35e étage de Tech Solutions, des changements tout aussi significatifs étaient en train d'éclore. L'Institut Dupont de développement humain avait été officiellement lancé lors de la 2e semaine du mois, avec une cérémonie discrète réunissant des employés, des médias spécialisés et quelques personnalités du secteur associatif. Alexandre observait avec une satisfaction croissante les premiers résultats, 23 employés inscrits au programme de qualification professionnelle, 15 bénéficiaires de bourses d'études et 3 projets de microcrédit déjà en analyse. Mais c'est au cours d'une matinée particulièrement mouvementée de jeudi que le premier grand défi surgit de manière inattendue. Charles Moreau, l'associé minoritaire qui s'était le plus fermement opposé à l'Institut, demanda une réunion urgente avec tous les actionnaires. Son expression, sombre en entrant dans la salle de conférence, présageait des problèmes. « J'ai reçu un appel troublant hier soir », annonça Charles sans préambule, distribuant des copies de documents qu'il avait apportés. « Tech Solutions prépare une offre d'achat hostile. Ils ont découvert nos expériences sociales et utilisent cela pour argumenter que l'entreprise a perdu de vue les résultats. » Le silence dans la salle fut absolu pendant quelques secondes. Marcel prit les documents avec des mains tremblantes, analysant les chiffres que Charles avait obtenus par le biais de contacts sur le marché financier. Ils offrent 20% au-dessus de la valeur de marché. Des actions, continua Charles, mais avec la condition d'une restructuration complète de la direction. En d'autres termes, Alexandre, ils veulent te retirer de la présidence. Alexandre sentit son sang se glacer dans ses veines. Tech Solutions était une multinationale connue pour ses acquisitions agressives et ses licenciements massifs. S'il réussissait à prendre le contrôle de Tech Solutions, non seulement l'Institut serait supprimé, mais des centaines d'employés perdraient leur emploi. « Comment ont-ils eu vent des détails de l'Institut » demanda Marcel, essayant de garder son calme professionnel. « Quelqu'un a fuité des informations » répondit Charles sèchement. « Des informations détaillées sur nos investissements sociaux, des changements dans la politique de l'entreprise et… » Il hésita, lançant un regard significatif à Alexandre sur certaines relations personnelles de notre PDG qui peuvent être interprétées comme un conflit d'intérêts. La dernière phrase résonna dans la salle comme une balle. Alexandre comprit immédiatement ce que Charles insinuait. Quelqu'un avait informé Tech Solutions de sa proximité avec Sophie, déformant la situation pour donner l'impression de favoritisme ou de conduite inappropriée. « Quelle relation personnelle ?» demanda Dr Philippe Martin confus. « Alexandre est impliqué romantiquement avec une employée de l'entreprise, » déclara Charles froidement. Une employée qui, coïncidence, a été l'une des principales bénéficiaires des nouveaux programmes sociaux de l'entreprise. « C'est un mensonge !» explosa Alexandre, se levant brusquement. « Il n'y a jamais eu d'implication inappropriée avec Sophie Martin. Elle est une employée exemplaire qui mérite toutes les opportunités qu'elle a reçues. » « Alexandre, » intervint Patricia Lefebvre d'une voix calculée, « nous comprenons que tu as des sentiments pour cette femme. C'est évident pour quiconque vous observe ensemble. La question est, cela compromet-il ta capacité à prendre des décisions impartiales pour l'entreprise ?»
Marcel observait la réunion avec une indignation croissante. Elle connaissait suffisamment son frère pour savoir qu'il ne franchirait jamais de limites éthiques, indépendamment de ses sentiments personnels. « Laissez-moi clarifier une chose », dit Alexandre d'une voix dangereusement basse. « Oui, j'admire Sophie Martin. J'admire son intégrité, sa dévotion, son courage. Et oui, j'admire sa fille, une enfant brillante qui mérite les meilleures opportunités éducatives. Mais chaque décision que j'ai prise a été basée sur le mérite et le besoin social, pas sur un favoritisme personnel. » « Le marché ne comprend pas les subtilités, Alexandre, » argumenta Charles. « Pour les investisseurs externes, il semble que tu utilises l'entreprise pour impressionner une femme. Et maintenant, nos concurrents exploitent cette perception. »« Alors, que suggérez-vous » demanda Alexandre, bien qu'il craignît la réponse. « 3 options, » répondit Charles en consultant ses notes. « Première, tu te retires. Temporairement de la présidence pendant que nous restructurons l'image de l'entreprise. Deuxième, nous avons éliminé l'Institut et revenons au modèle de gestion précédent. Troisième, nous avons accepté l'offre de Tech Solutions et vendu nos participations avec un bénéfice substantiel. Aucune de ces options n'est acceptable, déclara Alexandre catégoriquement. Alors préparez-vous pour une bataille qui pourrait détruire tout ce que nous avons construit, répliqua Charles. Tech Solutions a des ressources illimitées et une réputation impitoyable. Ils peuvent facilement convaincre nos employés qu'ils offrent plus de stabilité que notre gestion émotionnelle. À ce moment-là, la porte de la salle s'ouvrit et Claire entra avec une expression préoccupée. « Monsieur Dupont, désolé de vous interrompre, mais il y a des journalistes à la réception. Ils posent des questions sur des allégations de conduite inappropriée de la direction et veulent une déclaration officielle. » Alexandre sentit le sol se dérober sous ses pieds. La situation s'aggravait plus rapidement qu'il ne l'avait anticipé. En quelques heures, sa réputation professionnelle et personnelle pourrait être en ruine. « Faites-les partir », ordonna Marcel. « Pas de déclaration pour l'instant. » Après le départ de Claire, le silence dans la salle était assourdissant. Tous comprenaient qu'ils avaient atteint un point de basculement critique dans l'histoire de l'entreprise. « Alexandre, » dit Patricia Lefebvre finalement, « vous devez choisir votre carrière et notre entreprise ou vos sentiments personnels. Il n'est pas possible d'avoir les deux. » L'affirmation frappa Alexandre comme un coup de poing dans l'estomac. Tout au long de sa carrière, il avait cru que le succès et l'intégrité personnelle étaient compatibles. Maintenant, pour la première fois, il faisait face à une situation où il semblait impossible de maintenir les deux. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-il en se dirigeant vers la porte. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, Alexandre, » avertit Charles. « Tech Solutions veut une réponse d'ici vendredi. C'est dans 2 jours. » Alexandre sortit de la salle de réunion avec la sensation de marcher vers un précipice. Dans le couloir, il faillit heurter Sophie, qui portait ses fournitures de nettoyage, et avait clairement entendu une partie de la discussion qui avait filtré à travers la porte. « Monsieur Dupont, » dit-elle doucement, « puis-je vous parler ?» Ils marchèrent en silence jusqu'au bureau privé d'Alexandre. Sophie ferma la porte et se positionna devant son bureau, avec une expression mêlant détermination et tristesse. « J'ai entendu une partie de la conversation, » avoua-t-elle, « et je veux que vous sachiez que si ma présence ici cause des problèmes pour vous, je peux demander ma démission. »« Non !» Alexandre répondit avec plus de véhémence qu'il ne l'avait prévu. « Sophie, vous n'avez rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Je ne vais pas permettre que des chantageurs et des opportunistes détruisent votre carrière ou compromettent l'avenir de Camille. Mais si votre entreprise est en danger à cause de moi, ce n'est pas à cause de vous, c'est à cause de personnes qui ne peuvent pas accepter que des changements sociaux sont nécessaires et possibles, » interrompit Alexandre, marchant jusqu'à la fenêtre. « C'est à cause d'un système qui punit ceux qui essaient de faire la différence. » Sophie s'approcha de lui, s'arrêtant à quelques mètres de distance. « Monsieur Alexandre, dit-elle, utilisant pour la première fois seulement son prénom,
Puis-je poser une question personnelle ?» Il se retourna pour la regarder, réalisant la proximité et sentant son cœur s'accélérer. « Bien sûr. Avez-vous vraiment des sentiments pour moi ?» La question directe prit Alexandre complètement au dépourvu. Un instant, il envisagea de nier, de maintenir la façade professionnelle, et protéger tous les deux des complications qu'une confession apporterait. Mais en regardant dans les yeux marrons de Sophie, il vit un courage qui exigeait honnêteté en retour. « Oui, » répondit-il simplement, « j'en ai. » Sophie ferma les yeux un instant, comme si elle traitait la confirmation de quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. Quand elle les rouvrit, il y avait des larmes, mais aussi une tendresse qu'Alexandre n'avait jamais vue. « J'ai aussi des sentiments pour vous, » avoua-t-elle dans un murmure, « et c'est pourquoi je dois me retirer. Je ne peux pas être la cause de la destruction de tout ce que vous avez, construit. » « Sophie, non, Alexandre, » dit-elle, utilisant maintenant son prénom sans formalité. « Si vous tenez vraiment à moi et à Camille, laissez-moi prendre la bonne décision. Laissez-moi quitter l'entreprise et trouver un autre emploi. Peut-être que... » Peut-être que quoi? Peut-être que nous pourrons découvrir si ce que nous ressentons est réel ou juste de la gratitude et des circonstances. La proposition de Sophie était à la fois sage et douloureuse. Alexandre comprit la logique, mais l'idée de la perdre, même temporairement, était presque insupportable. Et si je disais que je ne me soucie pas de l'entreprise, des actionnaires, de rien, d'autre que de vous et Camille? Sophie sourit tristement. Alors je dirais que vous n'êtes pas l'homme intègre et responsable dont je suis tombée amoureuse. La confession finale de Sophie résonna dans le bureau, scellant un moment que tous deux savaient décisif. Alexandre s'approcha d'elle, tendant la main pour toucher son visage, mais s'arrêtant au dernier moment. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-il. « Maintenant, je vais rentrer chez moi pour parler à Camille des changements. Et vous allez sauver votre entreprise et votre institut, parce que des centaines de familles dépendent de ce que nous avons construit ensemble, même si nous ne pouvons pas être ensemble pour le voir. » Le vendredi matin trouva Alexandre insomniaque dans son bureau, entouré de rapports financiers, de propositions juridiques et de tasses de café froid qui marquaient les heures d'une veille torturante. La ville dormait en bas, tandis qu'il affrontait la décision la plus difficile de sa carrière. Comment sauver l'entreprise, protéger ses employés et préserver l'Institut sans sacrifier Sophie et Camille dans le processus. À 6 heures du matin, Marcel arriva au bureau et trouva son frère toujours vêtu des mêmes vêtements que la veille, avec de profonds cernes et une pile de documents griffonnés éparpillés sur le bureau. « Tu n'as pas dormi, n'est-ce pas ?» observa-t-elle, apportant du café frais et des pains qu'elle avait achetés à la boulangerie de l'immeuble. « Je n'ai pas pu. J'ai passé la nuit à essayer de trouver une solution qui ne nuise à personne, » répondit Alexandre en se frottant les yeux fatigués. « Et je pense que j'ai trouvé, mais cela va nécessiter un énorme risque. » Marcel s'assit dans le fauteuil en face du bureau, se préparant à écouter une autre des stratégies audacieuses qui avaient caractérisé la carrière d'affaires de son frère. « Je vais faire une offre d'achat des actions de tous les associés minoritaires, » annonça Alexandre, « en utilisant mes ressources personnelles. C'est un prêt bancaire que j'ai consulté pendant la nuit. L'entreprise nous appartient entièrement. Je garde le contrôle absolu et personne ne peut plus remettre en question nos décisions sur la responsabilité sociale. » Alexandre, cela représente combien en valeur? Environ 60 millions d'euros, pratiquement tout mon patrimoine personnel, plus un financement qui va m'endetter pour les 10 prochaines années, admit-il, avec un sourire fatigué. Mais c'est le seul moyen de garantir que l'Institut continue de fonctionner et que des personnes comme Camille ne soient pas punies pour notre vision du monde. Marcel resta silencieuse un long moment, absorbant l'ampleur de la décision de son frère. Elle connaissait Alexandre assez bien pour savoir que quand il prenait une résolution de cette envergure, rien ne le ferait changer d'avis. Et la Tech Solutions, comment allons-nous gérer la tentative d'acquisition hostile ?
avec une transparence absolue. Je vais convoquer une conférence de presse pour cet après-midi et clarifier publiquement notre philosophie d'entreprise, nos résultats financiers et notre engagement social. Si le marché nous rejette, au moins ce sera pour qui nous sommes vraiment, pas pour des versions déformées des faits. À 9 heures, la réunion d'urgence avec les actionnaires fut convoquée. Charles Moreau, Patricia Lefebvre et Dr Philippe Martin entrèrent dans la salle de conférence avec des expressions variant entre curiosité et appréhension. Tous savaient qu'Alexandre avait passé la nuit à élaborer une réponse à la crise, mais personne n'imaginait la radicalité de la solution. « J'ai préparé une proposition finale », annonça Alexandre, distribuant des documents qu'il avait imprimés dans la nuit. « Je propose l'achat intégral de vos participations au prix du marché, augmenté de 15% de prime. Paiement comptant, sans condition. »« Tu veux nous expulser de l'entreprise ?» demanda Charles avec une indignation croissante. « Je veux vous offrir l'opportunité de sortir avec un bénéfice substantiel d'un investissement que vous n'approuvez clairement plus, » corrigea calmement Alexandre. « Vous croyez que la responsabilité sociale compromet les résultats financiers. Je crois le contraire. Il n'y a pas de conciliation possible entre ces visions. » Patricia feuilletait les chiffres avec une expression calculatrice. L'offre d'Alexandre était vraiment attrayante, significativement supérieure à ce que la Tech Solutions avait proposé, sans les incertitudes d'une acquisition hostile. « Et si nous refusons ?» demanda Dr Philippe. « Alors nous continuerons comme associés, mais sous ma gestion intégrale. L'Institut reste, les programmes sociaux s'élargissent et vous devrez accepter une entreprise qui priorise l'impact social autant que le profit financier, » répondit Alexandre sans hésitation. « Alexandre, » intervint Charles, « même si nous sommes d'accord pour vendre, es-tu sûr de pouvoir assumer un risque financier de cette ampleur? Si l'entreprise rencontre des difficultés, tu pourrais tout perdre. » « J'ai déjà tout perdu une fois quand Patricia est morte. J'ai découvert que tout ne sont pas des biens matériels, ce sont des connexions humaines et un but dans la vie. Si perdre de l'argent est le prix à payer pour maintenir mon intégrité et protéger des personnes qui sont devenues importantes pour moi, c'est un prix que je suis prêt à payer. » La conviction dans la voix d'Alexandre était si absolue que même ses opposants étaient impressionnés. Marcel observait son frère avec une admiration croissante, reconnaissant en lui une maturité émotionnelle et morale qui avait pris des années à se développer. Après 2 heures de négociations sur les détails contractuels et les délais de transfert, les 3 associés minoritaires acceptèrent la proposition. Charles avoua que, malgré les divergences, il respectait le courage d'Alexandre à défendre ses convictions. Patricia admit que peut-être le marché évoluait réellement vers des entreprises plus socialement responsables. Dr Philippe remercia simplement pour le bénéfice inattendu que la vente lui avait procuré. Avec la question des associés résolue, Alexandre consacra le reste de la matinée à préparer la conférence de presse qui aurait lieu à 15 heures. Il révisait des données financières, préparait des arguments sur la responsabilité sociale des entreprises et répétait des réponses aux questions les plus difficiles qu'il pourrait probablement rencontrer. Mais il y avait une question personnelle qu'il devait résoudre avant d'affronter les médias. Parler à Camille de sa décision de quitter l'entreprise. Il la trouva dans le hall du 35e étage, organisant discrètement ses affaires personnelles dans une boîte en carton. La vue de cette boîte, symbole d'un nouveau départ dans la vie d'une femme qui avait déjà affronté tant de choses, frappa Alexandre comme un coup physique. « Tu pars vraiment ?» demanda-t-il, s'approchant. « C'est le mieux pour tout le monde, » répondit Camille sans lever les yeux de la boîte. « J'ai trouvé un poste dans une entreprise de nettoyage à Saint-Germain-des-Prés. Le salaire est similaire et ils offrent de la flexibilité horaire pour ceux qui étudient le soir. » « Camille, ça ne doit pas être ainsi. J'ai résolu la question des associés. J'ai acheté la participation de tous. L'entreprise est à nous maintenant, à moi et à Marcel. Personne ne peut plus remettre en question nos décisions. »
Camille leva enfin les yeux, et Alexandre y vit un mélange d'admiration et de tristesse. « Tu as dépensé ta fortune personnelle pour maintenir l'Institut en fonctionnement ?»« J'ai dépensé ma fortune personnelle pour maintenir mon intégrité intacte, » corrigea-t-il, « pour te protéger, toi, Camille, et tous les autres employés qui dépendent des programmes que nous avons créés. »« Alexandre, » dit-elle doucement, « cela prouve seulement que tu es l'homme exceptionnel que j'imaginais. Mais cela prouve aussi pourquoi je ne peux pas rester. Je ne peux pas être responsable de décisions financières de cette ampleur. Je ne peux pas porter le poids de savoir que tes sacrifices ont été motivés par moi. » « Et si je disais qu'ils étaient motivés par la justice, pas par toi ?» Camille sourit tristement. « Alors, je dirais que tu te mens à toi-même, et qu'un homme intègre comme toi mérite une compagne qui complète ses qualités, pas quelqu'un qui peut être vu comme son point faible. » La logique de Camille était implacable et douloureuse. Alexandre comprit que tenter de la convaincre de rester serait de l'égoïsme déguisé en protection. « Et si, après que tu t'installes dans ton nouveau poste, après que tu termines tes études et construises ton indépendance professionnelle, nous en reparlons ?» suggéra-t-il hésitamment. « Peut-être, » répondit-elle, avec un sourire qui portait espoir et incertitude en parts égales. « Si ce que nous ressentons est réel, cela survivra au temps et à la distance. Si ce n'est que de la gratitude et des circonstances, il vaut mieux le découvrir maintenant. » À ce moment-là, Camille apparut dans le couloir, venant de... Camille se préparait pour l'école, avec son uniforme bleu marine et un sac à dos rempli de livres. En voyant la boîte d'affaires de sa mère, son visage s'assombrit. « Maman, nous allons vraiment partir d'ici ? » « Oui, mon amour, mais tu vas rester dans la même école, et je vais continuer à étudier le soir. Rien de vraiment important ne va changer, » expliqua Camille, en serrant sa fille dans ses bras. « Mais je vais manquer à Alexandre, » dit Camille, le regardant avec les yeux embués. « C'est mon ami spécial qui aime le café au lait avec de la cannelle. » Alexandre s'agenouilla à la hauteur de la petite fille, sentant son cœur se briser. « Camille, tu sais que tu peux me rendre visite quand tu veux, n'est-ce pas? Et j'espère que tu continueras à me parler des merles, des livres que tu lis, de tout ce que tu apprends à l'école. Tu promets que tu ne m'oublieras pas? Je promets que je ne t'oublierai jamais, princesse. Tu as changé ma vie d'une manière très spéciale. » Camille serra Alexandre dans ses bras avec force, et pendant un instant, il se permit d'imaginer à quoi ressemblerait d'avoir sa propre famille, à quoi cela ressemblerait de rentrer chez soi tous les jours pour des câlins comme celui-ci. Lorsqu'ils se dirent au revoir dans l'ascenseur, avec Camille portant sa boîte et Camille faisant signe par la porte qui se fermait, Alexandre se retrouva seul dans le hall, ressentant un vide qu'aucun succès commercial n'avait jamais comblé. La conférence de presse de l'après-midi fut un succès. Alexandre présenta les résultats financiers de Tech Solutions, démontra l'impact positif des programmes sociaux et articula une défense éloquente de la responsabilité sociale des entreprises. Les journalistes, s'attendant à trouver un dirigeant en crise, se retrouvèrent face à un entrepreneur confiant qui avait misé tout sur ses convictions. La répercussion sur les réseaux sociaux fut immédiate et étonnamment positive. Des hashtags comme « Beige entreprise »,« avec un but » et « Change leadership humain » commencèrent à circuler, avec des centaines d'employés de Tech Solutions et d'autres entreprises partageant des histoires sur l'importance de dirigeants qui se soucient réellement des gens. 6 mois plus tard, Tech Solutions était devenu un cas d'étude dans les écoles de gestion, avec des résultats financiers supérieurs aux années précédentes et une réputation de marque qui attirait les meilleurs talents du marché. L'Institut Dupont avait bénéficié à plus de 200 familles et Camille continuait d'être l'étoile de l'école privée où elle étudiait avec une bourse complète. Camille avait terminé le premier semestre du lycée de nuit avec des notes exemplaires, travaillait dans une entreprise de nettoyage qui la respectait et la valorisait.
et commençait à entrevoir un avenir où ses rêves professionnels pourraient se réaliser. Mais lors des froides après-midi d'hiver, quand Alexandre prenait son café seul dans son bureau, il ressentait encore le goût de cannelle que Camille lui avait appris à apprécier, et il savait que certains changements, une fois amorcés, créent des vagues qui se propagent bien au-delà de ce que nous pouvons prévoir ou contrôler. La veille de Noël, alors que Paris se préparait pour la célébration la plus importante de l'année, une lettre arriva au bureau d'Alexandre. C'était de l'école de Camille, l'informant qu'elle avait été sélectionnée pour un programme spécial de talent en mathématiques. La lettre remerciait le bienfaiteur anonyme qui avait rendu possible l'éducation de la petite fille et incluait un petit mot écrit en lettres enfantines. « Monsieur Alexandre, merci de m'avoir appris que le café au lait avec de la cannelle est délicieux et que les personnes importantes peuvent aussi être gentilles. Quand je serai grande, j'aiderai d'autres enfants comme vous m'avez aidé. Joyeux Noël de votre mère le préféré, avec affection, Camille. » Alexandre garda le mot dans le même tiroir où il conservait la lettre de Patricia, sachant que certains trésors transcendent la valeur monétaire. Et pour la première fois depuis la mort de sa femme, il commença à croire que le bonheur était possible, même s'il prenait des formes différentes de celles qu'il avait imaginées.